Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce plateau spécial. Nous allons décortiquer notamment le discours du président de la République à Bruxelles. Taux de change aujourd'hui, à combien revient $1 en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa? Alors sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir pour vous deux invités. À ma gauche, Maître Gustin Mwangi, président du parti Avance. Je pense que je n'ai pas massacré votre nom. Bonsoir. Bonsoir, Maître Ghislain. Ghislain, ok. Président du courant politique Avance pour un Congo émergent. Alors comment se porte votre vision au regard de l'évolution de la situation socio-politique de l'heure en République démocratique du Congo? C'est une vision et aussi une catégorie des Congolais qui se comportent aujourd'hui très bien, qui se portent aussi bien à côté du chef de l'État et qui se réjouissent de toutes les prouesses diplomatiques qu'il est en train d'accomplir et en même temps aussi de toutes les grandes réalisations sur le plan de la gouvernance qu'il est en train d'opérer. Alors à ma droite, Abbé Marcel Kabongo, théologien, philosophe, analyste politique et sportif. Bonsoir. Bonsoir Madame Noëlla. Alors comment allez-vous? Très bien et content d'être là. Merci pour l'invitation, merci pour l'honneur que vous nous faites. Alors vous suivez de près la situation sociopolitique de l'heure en République démocratique du Congo et sur ce plateau, la dernière sortie médiatique du président de la République en ce jour à Bruxelles alors qu'il a fait le déplacement pour un rendez-vous économique. Félix Tshisekedi invite dans son discours la situation dans l'est du pays. Il n'est pas passé par 4 chemins en présence de plusieurs invités venus de différents coins du monde. Félix Tshisekedi va tendre sa main à Paul Kagame. Il ne s'arrête pas là, mais il dit à ce que nous fassions la paix de braves. Cela demande que vous donniez de l'ordre aux M23 qui sont soutenus par votre pays pour arrêter l'escalade actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons enregistré autant de morts. Alors, monsieur l'abbé, comment est-ce que vous avez accueilli ces mots de Félix Antoine Tshisekedi qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre en RDC? Je crois que personnellement, j'ai été vraiment ébloui. J'ai été super content parce que c'est pour la première fois que je vois un chef d'État qui est largement au-dessus de ses opposants. Largement au-dessus? Très largement au-dessus. De ses opposants. Exact. Et là, vous parlez des Martin Fayoulou opposants, Moïse Katumbi, la famille politique de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC, actuellement condamné. Tous ceux que vous citez, en réalité, ce sont des cadavres politiques. Cadavres politiques. Ambulants qui n'ont... Dans Martin politique, Martin Fayoulou. Politiquement, Martin ne vaut rien. Politiquement, Ah bon? aujourd'hui, ce sont des opposants des réseaux sociaux. Ils sont aujourd'hui incapables de mobiliser un seul Congolais sur la rue. N'oubliez pas qu'ils ont des militants qui croient. Ces militants, des Congolais qui continuent à croire à leur vision. Ces militants ont aujourd'hui compris qu'ils ont à la tête de l'État un homme visionnaire, un homme responsable qui est en train de reconstruire, de refonder l'État congolais. Et là, vous parlez de Félix Tshisekedi? Exactement, c'est de lui que je parle. Et quand vous regardez son discours, madame, j'ai compris au moins pour la première fois. Ce discours m'a permis de voir les niveaux intellectuels réels des politiciens congolais. Ça veut dire que Tshisekedi est largement au-dessus. Largement au-dessus. Je prends un exemple. Monsieur le Président, chef de l'État, dit « je tends la main ». Écoutez, il parle du verbe « tendre ». Et la symbolique qui se cache derrière ce verbe, c'est de la force. La force. Il n'y a aucun homme faible qui peut tendre sa main. Au contraire, les gens faibles ont besoin d'être soutenus, ont besoin que leurs mains soient soutenues par les autres. Ça, c'est la première information utile que le chef de l'État donne. Je tends ma main, c'est-à-dire j'ai de la force. J'ai de la force. Donc selon vous, c'est ça le message? C'est pas moi, c'est le français.
Okay. C'est l'interprétation, c'est de l'herméneutique banale que l'on fait. Malheureusement, les autres sont restés pas en dessous, mais à leur niveau réel. C'est-à-dire que le président Tshisekedi aujourd'hui nous a montré que nous avons affaire à des gens qui ne peuvent rien comprendre d'un texte. Parce que la preuve, c'est quoi? C'est que toute la communauté internationale a apprécié les gestes, a apprécié les discours. Les journalistes à travers le monde, il y a même, j'ai vu sur une chaîne dont j'étais le temps, on dit que c'est une gifle. Ces gestes a été en réalité une gifle. Alors, je voudrais ici préciser une chose. Allez-y, en un mot, comme ça on va... Quand un chef d'État parle, la première des choses qui doit intéresser les Congolais, c'est de savoir quel est l'auditoire réel. Le chef de l'État s'adresse à qui? Ah, il fallait d'abord voir l'auditoire. C'est justement ça. C'est là que j'ai vu que nous avons des opposants de peu de niveau. C'est de la petitesse d'intellectuels. Exactement, c'est de la petitesse intellectuelle. Dans cette opposition, on a des éminents professeurs. Non, écoutez, être professeur, c'est un titre. C'est une présomption de connaissance. Mais en réalité, on peut être professeur, mais sans jamais prouver de quoi on est capable. Parce que là, quand le chef de l'État parle, et que tout le monde voit les sages, les intelligents, d'ailleurs, nous, en philosophie, on dit, quand un sage parle, les sages se taisent et les idiots crient. Alors, Maître Ghislain, vous avez suivi après le discours du président de la République. Sur la toile, certains opposants sont allés loin en traitant Félix Tshisekedi de faible. Il a humilié tout un peuple. Comment réagissez-vous? Écoutez, pour notre part, déjà, comme l'a dit l'abbé Marcel, il faut situer les contextes et la circonstance. Le président Félix Tshisekedi s'est adressé dans quel contexte? Dans un contexte d'un forum économique où l'Union européenne a décidé, depuis 2021, de ne plus pratiquer une coopération économique à outrance, comme ça a été dans le temps, où vous avez trouvé la France, l'Allemagne ou d'autres États européens accusés de déstabiliser des États, soit en Afrique, dans le Moyen-Orient, tout comme dans d'autres régions dans le monde, pour asseoir une hégémonie économique. Mais dans le cadre du Global Gateway, l'Union européenne a décidé de rendre plus intelligente sa coopération avec les États du monde, en l'occurrence les États africains, et que dans ce cadre-là, on devrait mettre fin à certaines méthodes de coopération que les États africains fustigent. Les Sahel aujourd'hui présentent des griefs contre l'Union européenne, notamment la mauvaise coopération, la géopolitique, de l'instabilité. Quand vous écoutez les discours du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, aujourd'hui de la Guinée, vous entendrez dire que la France, l'Europe, a joué à un jeu de déstabilisation pour faire valoir une coopération économique. Mais alors, à travers Global Gateway, les États européens ont décidé de tisser des liens bénéfiques, différents, intelligents et en même temps adaptés à des réalités conjoncturelles et temporaires. Et voilà pourquoi le président Tshisekedi s'est retrouvé là-bas. Pour le cas du Congo, le discours du président Tshisekedi se situe maintenant dans le contexte où il se retrouve avec l'Union européenne qui nous invite, mais l'Union européenne qui a eu précédemment des accords stratégiques avec le Rwanda sur la chaîne des minéraux. Mais aujourd'hui, il y a des voix qui estiment que le moment n'était pas bien choisi. Permettez-moi de le dire parce que lorsque l'on parle de l'économie, lorsqu'on parle de la coopération, on parle de la politique générale. Parce qu'on ne peut pas parler de la coopération sans qu'on parle de la sécurité, sans qu'on parle des rapports entre les États. Et le président Tshisekedi a considéré le fait que l'Union européenne voudrait mettre en avant une nouvelle méthodologie de coopération économique avec les États et qu'en même temps aussi que l'Union européenne se retrouve comme partenaire du Rwanda, le Rwanda qui est un État
selon les rapports au niveau des Nations Unies, au niveau des inspections et des missions spécifiques, identifié comme étant un pays qui se nourrit d'une économie de déstabilisation de la région du Grand Lac. Et donc, il faudrait contextualiser les discours du président Tshisekedi. Alors, ça veut dire que retrouver les Rwandais à ces forums voudrait dire rappeler à tout le monde, à tous les participants, que la paix est un préalable à la coopération économique. Et en même temps aussi, ça nous a permis de réaliser quel président la République du Congo a à notre époque. Quel président, qui est le représentant du peuple congolais? C'est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ça, c'est selon vous? Celui qui ne sait pas s'empêcher, se retenir de revendiquer la paix pour les Congolais qui sont en Rutshuru, à Bunagana, à Goma, à Bukavu, même s'il faut parler des chiffres, des intérêts économiques. Le président Tshisekedi ne s'est pas laissé emporter par les avantages de la coopération. Mais il a dit la paix avant tout, la paix pour le peuple congolais, la souveraineté du Congo, l'intégrité du territoire national et en même temps l'intangibilité de notre territoire qui malheureusement est en train d'être violé par le Rwanda. Félix Tshisekedi a parlé, il a parlé après Paul Kagame. Et c'est ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a réagi. Il dit au monde entier que le seul à arrêter cette escalade, c'est le président Tshisekedi. C'est une farce. C'est une farce, madame. Écoutez. Et c'est là que l'opposition parle d'une humiliation. Non, mais écoutez, notre opposition, moi je l'excuse. Hein, je l'excuse de cette avidité du pouvoir. J'excuse notre opposition du chômage. J'excuse notre opposition de cette manipulation innocente de part des officines rwandaises qui ont opéré depuis plus de 18 ans, 20 ans, avant l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir dans notre pays. Avant le président Tshisekedi, prenons le cas, pendant les règnes de Kabila, 18 ans, le Rwanda a prospéré. Avant que Kabila n'arrive au pouvoir, le Rwanda était un État en banqueroute. C'était une nationale. Pendant les 18 ans, on a imposé une géopolitique de l'instabilité et le Rwanda a profité pour prospérer. Le président Tshisekedi arrive au pouvoir. Il fait un choix géostratégique qui est celui de la géopolitique, de la stabilité et de la normalisation de la coopération économique et des transactions commerciales entre les États, tout comme les entités. C'est ce qui fait qu'au début de son mandat, il s'ouvre à son homologue rwandais pour permettre à ce qu'il y ait des transactions classiques normales. Et Kagame, qui, lui, avait fait auparavant le choix de la géopolitique de l'instabilité, s'est retrouvé en plus mauvaise position et est rentré dans l'instrumentalisation du chaos, dans la déstabilisation et pourquoi pas aujourd'hui dans tout ce qu'il fait pour piller notre pays. Moi, je vous dis ici que le président Tshisekedi est une bénédiction pour notre pays. En même temps aussi, c'est une chance que le peuple congolais a eu d'avoir un dirigeant aussi nationaliste, souverainiste et surtout patriotique qui ne veut pas aujourd'hui céder à toutes les propositions que les autres présidents, notamment je vais d'abord prendre que son prédécesseur avait pérennisé parce que son prédécesseur avait laissé le Rwanda donc transacter dans cette illégalité et dans cette supercherie. Alors, monsieur Marcel Kabongo, le seul à arrêter cette escalade, c'est le président Tshisekedi et lui seul. La réaction du Rwanda à travers son ministre des Affaires étrangères. D'abord, je voudrais fixer un mot sur les propos tenus par certains opposants, comme on aime les dire. Il y a un qui dit c'est une humiliation, tout ça. Oui, plusieurs l'ont dit. Félix Tshisekedi a humilié tout un peuple. Oui, mais c'est justement ça. Je me suis justement posé la question si ces gens ont déjà lu la Bible. Ah, vous nous ramenez dans la Bible. Oui, c'est ma spécialité. Que dit la Bible, monsieur l'abbé Quand Marcel? vous lisez 2 Corinthiens 12, 9 à 11. 2 Corinthiens dit quoi? Saint Paul dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la RDC? Et il dit, Saint Paul reprend cette métaphore spirituelle, dit, reprenant la parole de Dieu lui-même qui dit, ma force se manifeste dans la faiblesse humaine.
Là où les gens pensaient que Tshisekedi était un homme faible, c'est justement là que toute sa force, toute sa puissance s'est dégagée. Parce que quand il parle, c'est un Tshisekedi qui parle, qui est rassuré, qu'il a formé des milliers de soldats au front, qu'il est superbement bien armé, qu'il a restructuré l'armée, qu'il a l'appui de certaines puissances, qui peut faire la guerre et la gagner. Mais il a pris le temps de la paix. Parce que pour lui, je l'ai dit dans mon livre, Tshisekedi, c'est un homme spirituel, c'est un homme religieux. C'est une leçon de spiritualité qu'il nous donne. On ne peut pas toujours vouloir penser qu'on est fort quand on doit crier. Mais la force peut transparaître dans ce que le monde pense être une faiblesse. Et justement, je me disais toujours que les opposants qui parlent aujourd'hui, qui sont dans la logique de la guerre, et ils sont dans la logique de la guerre, ils veulent voir Tshisekedi faire la guerre. Mais Tshisekedi fait la guerre tous les jours. Ah bon? Mais nos militaires se battent tous les jours. Mais on continue à enregistrer des morts. Oui, mais c'est justement ça la grandeur de l'homme. Des morts dans le camp Madame, de pour la votre, RDC, les Madame, Congolais, le sang congolais qui ne cesse de couler. Le comble, c'est que les réseaux rwandais nous ont tellement infiltrés et qu'ils ont beaucoup de communicateurs parmi les Congolais. Est-ce que vous savez que les M23, les rebelles, les terroristes du M23 ont perdu 5 positions hier? Mais c'est 2 jours après, c'est 2 jours seulement après le discours du chef de l'État. C'est lui qu'on a traité de faible. Mais si le Rwanda, les discours rwandais gagnent terrain, c'est parce qu'il y a un vide. Non, c'est faux. C'est justement ça les mensonges. Comment les ça? problèmes, Il faudra une communication permanente. Je voudrais vous dire une chose. Posez-moi la question. Qu'est-ce que le président a dit? Parce que c'est de l'herméneutique banale. C'est justement ça qui a manqué à nos intellectuels, entre guillemets. Ah bon? Qu'est-ce que le président a dit? Le président a dit ceci. Je reprends pas ses mots, mais je prends sa philosophie et ses intentions. Le président a dit ceci. Monsieur Paul Kagame, je suis bien armé. Je suis prêt à faire la guerre. Je prends le monde entier à témoin. Je prends les décideurs qui sont présents à témoin. Retirez vos M23 parce que c'est vous leur patron. Si vous ne le faites pas, l'histoire nous jugera. Alors nous pouvons comprendre que le message était bien passé, le Rwanda a compris, parce que la réaction qu'attendaient certains Congolais, certains observateurs de la part du Rwanda, c'était de dire que le M23, c'est pas nous. Mais écoutez, et du coup, ils ont rappelé les exigences. Écoutez, madame, le chef de l'État s'est adressé à un chef d'État. Et quel ministre des Affaires étrangères réagisse à la place? Il faudra souligner que Félix Tshisekedi a parlé après Paul Kagame. Connaissant Kagame, connaissant sa façon de gérer son aura, sa personnalité, il devrait y réagir lui-même parce qu'on l'a vu réagir plusieurs fois. Et s'il n'a pas réagi lui-même, même pas sur son compte Twitter, ça veut dire que le message est bien passé. Malheureusement, le message n'est pas passé dans les têtes de nos cadavres ambulants qu'on appelle aujourd'hui opposants ou quoi, je ne sais pas. C'est comme ça que je disais que le message est passé parce que dans ce long poste du ministre des Affaires étrangères, il a juste réitéré les exigences du Rwanda qui demande la neutralisation des FDLR et le désarmement des Wazalendo. Maître Ghislain. Ben écoutez, vous savez, lorsque vous lisez les déclarations ou carrément les réactions du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, vous allez réaliser qu'il est dans une posture de perte de vitesse, de manque d'élégance diplomatique, de manque de courtoisie. C'est ce qui arrive lorsqu'on essuie des échecs. C'est que Félix Tshisekedi a touché là où il ne fallait pas? Lorsqu'on essuie des échecs diplomatiques. Même lui-même, Paul Kagame, sa posture. Est-ce que vous savez que Kagame a séché pour des fois, durant les 10 dernières années, à la 80e Assemblée Générale des Nations Unies? Kagame s'est absenté. Est-ce que vous savez que le Rwanda a joué forfait à la dernière délibération du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, à laquelle le Rwanda a été condamné pour son soutien actif aux groupes rebelles, aux groupes armés, terroristes, M23. C'est pour vous dire que, global,
Gateway Forum 2025 ne pouvait pas apporter un autre paysage que celui du Rwanda en position de désapprobation internationale, que celui de Paul Kagame comme un marginal sur le plan de la coopération économique internationale. Et c'est donc le résultat de la diplomatie agissante du président Tshisekedi, de la constance diplomatique et en même temps de la constance sur le plan de sa politique extérieure. Le Rwanda, un pays qui a toujours tiré des intérêts de l'instabilité dans la région du Grand Lac. Le Rwanda qui, selon les rapports des Nations Unies, est en soutien au groupe rebelle M23. Le Rwanda qui a une présence militaire de plus de 10 000 hommes armés dans le troupe en soutien de M23. Le Rwanda qui est un pays susceptible d'être condamné au niveau de la justice internationale pour les crimes, les génocides commis au Congo. C'est une nation qui n'a pas une valeur sur le plan de la coopération économique. Les discours du président Tshisekedi, moi je les prends comme une tactique diplomatique. Il a démontré devant les partenaires européens qui pour la plupart ont soutenu le Rwanda et ont voulu que le Rwanda soit ce qu'il est en termes d'industrialisation, en termes de commerce international, un pays transit, mais en quelque sorte un reseller de minerais pillés au Congo. Et à ce stade, et dans ce forum, le président Tshisekedi a démontré que le Rwanda était un État barbare qui a donc jalonné sa croissance économique sur une économie de la guerre, une économie des pillages et de la barbarie. Alors, je crois, laissez-moi terminer, madame, que tous les Congolais, parce que vous l'avez évoqué avec l'abbé Marcel, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la société civile, devraient s'aligner derrière la logique diplomatique du président Tshisekedi et ne jamais adouber la posture du Rwanda, à moins qu'on soit de supplétifs rwandais sur le plan de la communication. À moins qu'on soit engraissé par le Rwanda. Ils ne sont pas d'accord avec Félix Tshisekedi, sont supplétifs du M23. Ils sont tous supplétifs du Rwanda et en même temps, pour certains, ils ont essayé d'instrumentaliser la crise sécuritaire pour chercher à faire valoir les revendications politiciennes parce que ce sont ceux-là qui n'ont pas bénéficié du suffrage populaire pour être soit député ou élu au Sénat et qui pensent qu'il faudrait jouer à la politique des 2 saisons. La saison électorale, on n'a rien eu et voilà, la saison de crise sécuritaire, on peut revendiquer un dialogue et devenir quelqu'un ou quelconque autorité dans ce pays. Alors, monsieur l'abbé Marcel, avant de changer de chapitre sur ce plateau, on revient quand même sur les propos du Rwanda qui a dit tout haut que Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui se fait une victime d'une guerre que lui-même a provoquée. C'est justement ça, ce narratif justificatif de leur posture, je peux dire, rebelle. Mais ne disent pas comment Tshisekedi est devenu lui-même les catalyseurs d'une crise qu'il veut aujourd'hui, à laquelle il veut aujourd'hui trouver des solutions. Je pense que c'était un mensonge encore une fois officiel, malheureusement relié par certains compatriotes qui ne comprennent pas le sens du patriotisme. Le gouvernement rwandais est aujourd'hui dans une posture telle que son avenir, ils ont construit toute une civilisation sur le mensonge. Ils ont menti. Et je vous rappelle, madame, que c'est pour la première fois, le Rwanda est le 2e pays qui a pu convaincre la communauté internationale que les génocides peut être une arme pour construire son propre pays. Ah, le Rwanda, la stratégie de Paul Kagame. C'est une stratégie aussi adaptée par Israël. Depuis les événements de Auschwitz jusqu'à aujourd'hui, on a toujours trouvé cet argument. Mais aujourd'hui, et c'est ça l'avantage d'avoir un fin politique comme Félix Tshisekedi, qui a pu d'abord démontrer que ce narratif n'est pas vrai au regard des événements. Je reviens, j'évoque la question des FDLR, madame.
Le Rwanda a toujours posé comme condition la neutralisation des FDLR. Ils sont où ces FDLR? Ah, c'est au Rwanda de nous dire où est-ce qu'ils sont et ils travaillent pour les bénéfices de qui? Quel est l'intérêt aujourd'hui le gouvernement congolais à protéger les FDLR? Aucunement. Ça veut dire que c'était encore une fois une supercherie. C'était un mensonge blanc qu'on essaie de mettre sur la place publique. Nous, j'ai vu, d'abord pour votre information, j'ai vu un document du commandement militaire qui a demandé aux FDLR qui sont là, on évalue à une dizaine, une vingtaine, c'est des vieux venus depuis 1994 qui en son temps avaient peut-être 25 ans, 30 ans, qui sont aujourd'hui incapables de combattre et que nous devons aider à retourner chez eux. Malheureusement, il fallait que la communauté internationale exige un dialogue entre ces FDLR qui rentrent chez eux après autant d'années et le gouvernement rwandais. Parce que ce sont des Rwandais, ils ont le droit de vivre au Rwanda, ils ont le droit de jouir de leur pays. Donc, ce n'est pas des gens qui sont bénéfiques pour le Congo. Nous les avons gardés par solidarité africaine. Et aujourd'hui, il est temps qu'ils rentrent, ce qui est pour nous un bénéfice. Mais maintenant, c'est en contrepartie que le Rwanda devra retirer ses rebelles. Les M23, citez-moi une seule province, un seul village du Rwanda qui a déjà été attaqué par les FDLR depuis 1994. Il n'y en a pas du tout. Alors, changeons de chapitre sur ce plateau. La paix dans l'Est passe-t-il par l'unité? En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi n'a pas cessé d'appeler les Congolais à l'unité, tous ensemble unis comme un seul homme pour chasser l'ennemi. Mais la condamnation de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC, qui inquiète la SENCO, qui inquiète certaines personnalités au-delà de la RDC, la diplomate allemande qui s'est également prononcée contre cette décision de la haute cour militaire. Je ne peux pas en parler de la diplomate allemande parce que je ne connais pas, je n'ai pas bien compris son point de vue. J'ai eu le point de vue des prélats catholiques. Je pense que si on doit rester cohérent, ça s'inscrit dans leur charge pastorale parce que l'Église catholique est experte en humanité et la vie humaine est sacrée. Mais tous les vrais problèmes, c'est le double standard qui apparaît dans l'approche, dans le jugement. La vie de Kabila paraît plus importante que la vie des milliers de Congolais qu'il a lui-même tiré, qu'il a lui-même sacrifié. Tout le monde connaît l'histoire. Kabila était dans ce pays pendant 18 ans. Il a tué des gens, chez Beya, les Fangieki, les Rosichima. Il a tué beaucoup. Il a tué au Kassa, il a tué au Bas-Congo. Il a tué. Ce sont des preuves. Tout Congolais connaît cette histoire. Mais aujourd'hui, que sa condamnation à mort devienne un souci pour certaines personnes, je crois que ça, c'est de l'hypocrisie. Je crois que vous pensez que le cardinal Fridolin... Non, je ne cite pas, je ne dis pas... Oui, mais parce que c'est lui qui s'est prononcé... Moi, je dis globalement, ça c'est ma pensée, c'est ma réflexion. Je crois que c'est de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que on ne peut pas aujourd'hui considérer celui qui a été le bourreau des milliers de Congolais en faire une victime. De deux. La preuve que cette sanction a plu à plusieurs Congolais, c'est qu'il n'y a pas un seul Congolais qui est sorti sur la rue. Vous connaissez même un membre du FCC, même un membre du PPRD. Vous connaissez aujourd'hui un petit groupe. Le FCC s'est prononcé. Ils se sont prononcés. Mais qui est sorti sur la rue pour dire nous, membres du FCC, nous refusons la condamnation à mort? Le FCC a refusé à travers un communiqué. Non, mais écoutez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quoi? Les réseaux sociaux, c'est le seul boulevard où intellectuels et idiots se côtoient au quotidien. Et ça n'a rien à faire. Quand vous faites... La politique ne se fait pas sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, tous ces politiciens qui se disent opposants, ce ne sont que des cadavres ambulants. C'est des cadavres politiques ambulants. Ils n'ont rien à prouver, ils n'ont rien à démontrer. Parce qu'aujourd'hui, tous les peuples congolais, d'ailleurs, je vous informe, faites les sondages, vous êtes une journaliste professionnelle. La question aujourd'hui, c'est que les gens veulent que Tshisekedi reste le plus longtemps possible. Parce qu'en face de lui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a Martin Fayoulou. Non, il y a. Moïse Katumbi. Il y a Joseph Kabila qui pourrait certainement revenir au pouvoir selon sa famille politique. Je vous informe. Monsieur Moïse Katumbi,
était en exil du temps de Mobutu. Monsieur Moïse Katumbi. Et actuellement encore en exil, selon sa famille politique. Était en exil du temps de Kabila, Joseph. Il était en exil. C'est le président Félix Tshisekedi qui l'a ramené au pays. Il l'a encore renvoyé en exil. Il ne l'a jamais renvoyé en exil. Mais sa famille politique parle de Moïse Katumbi comme un exilé politique. Voyez-vous encore un seul membre de l'ensemble parler, en dehors de celui qui l'a, je peux dire, qui l'a presque dénudé, l'ancien président, l'ancien président de l'Assemblée, qui est devenu... Non, qui est avec lui là tout le temps, le monsieur avec une barbe blanche. Olivier Kabitat. Voilà, et qui est devenu pratiquement comme ça un nul. Donc, je vais dire, je termine par dire que la condamnation de Joseph Kabila est pour moi une preuve que la justice existe. C'est une leçon de morale pour tous les politiciens. Ah bon? Vous pouvez tuer aujourd'hui, vous pouvez tuer demain. Retenez que votre vie ne sera jamais à l'abri. Alors, Maître Ghislain, la condamnation de Joseph Kabila Kabange, un mauvais message que la RDC envoie selon le cardinal Fridolin Ambongo. Écoutez, je suis estomaqué d'apprendre que ça vienne du cardinal Fridolin Ambongo qui démontre une rupture avec ses prédécesseurs. Tous les cardinaux qui l'ont précédé ont défendu la cause congolaise. Et vraiment pour le cas du plus récent, le cardinal Mosengo, qui était très clairvoyant par rapport à ce que nous avons vécu comme agression rwandaise. Mauvaise gouvernance avec le président Kabila qui, vous l'avez constaté vous-même, combattait le M23. Des discours archives existent où il identifie les M23 comme étant un mouvement insurrectionnel, rebelle, barbare, proxy Rwanda. Et qu'aujourd'hui, le président Joseph Kabila s'est dit entrer au Congo à travers la zone sous contrôle M23. C'est paradoxe. Cette confusion est incompréhensible de tout analyste éclairé. C'est pour vous dire. Et là, je salue l'arrêt de la Haute Cour militaire qui clarifie pour dire de tout le temps, le président honoraire Joseph Kabila a toujours été en connivence. Alors, il a toujours été le responsable de toutes ces rébellions. J'ai évoqué, parce que je voudrais être cohérent, la géopolitique de l'instabilité. Cette géopolitique n'a pas été que l'œuvre de Paul Kagame. Non. L'œuvre de qui d'autre? Ça a été l'œuvre de Paul Kagame et de Joseph Kabila. Ils ont tout fait pour éliminer Mouzé Laurent Désiré et Joseph Kabila. Ah bon? Pour permettre à ce qu'il y ait une instabilité continuelle et perpétuelle dans la région des Grands Lacs, piller les ressources humaines, tuer des innocents, violer des femmes et enrichir des multinationales prédatrices. Mais cette décision de la haute cour militaire là est considérée comme une décision politique. Non, mais écoute, elle n'est pas politique, elle est historique et elle est une décision qui devrait arriver à point nommé. Mais laissez-moi vous dire une chose. Prenons le cas, avant l'avènement de Joseph Kabila au pouvoir, regardez le Rwanda. Qu'est-ce qu'était le Rwanda avant que Joseph Kabila arrive au pouvoir? Sur le plan démographique, économique, infrastructure, développement. Pendant 18 ans, que Joseph Kabila a burné le peuple congolais, a trahi le peuple congolais, a usurpé de la nationalité congolaise, je l'ai dit avec beaucoup de regrets, parce que j'ai vécu cette époque. Pendant ce temps-là, que Joseph Kabila a abruti la jeunesse congolaise, a détruit l'éducation congolaise, a banalisé le rang des forces armées congolaises. Le Rwanda s'est construit pendant les 18 ans. Le Rwanda a formé des militaires. Le Rwanda a construit des industries
des raffineries en minerais. Vous êtes en train de dire que Kabila, c'est les malheurs de la RDC? Joseph Kabila, je le dis et je le dis pour ma mémoire et la mémoire de mes enfants et de tous les Congolais, Joseph Kabila, c'est l'enfer du peuple congolais. Joseph Kabila, c'est l'enfer Écoutez, du peuple congolais. Dans ma politique, madame, suivez-moi, dans ma politique, j'aime pas être trop extrémiste. Mais pour les cas de Joseph Kabila, je vais être vrai, sans être extrémiste. Ne pensez pas que nos compatriotes qui sont aujourd'hui auditeurs, juges à la haute cour militaire, ont dit par fausseté ou par animosité que Kabila était un usurpateur. La question de la nationalité de Kabila reste pendante. Mais ce qui est évident est que les œuvres de Kabila démontrent que pendant 18 ans, Joseph Kabila était à la tête d'un géant État comme le Congo. Une nation naine comme le Rwanda a prospéré sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, plus que le Congo, alors que cette nation se nourrissait de l'économie ou carrément de la géopolitique, de l'instabilité. Alors, madame, laissez-moi vous dire ceci. En une minute, hein. Pour le Congo, aujourd'hui, avec le président Félix Tshisekedi, nous avons retrouvé la grandeur, la dignité. Nous avons retrouvé la vérité. C'est pas pour rien. Personne n'a chassé, comme l'a dit l'abbé Marcel, Joseph Kabila du Congo. Personne ne l'a ostracisé pour qu'il se dise exilé. Il était là, à Kingankati. Non, c'est quelqu'un qui a pris des élévaires. C'est quelqu'un qui a pris des élévaires Mororo. Des Tutsis. Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui a pris des élévaires Mororo de Tutsis, qui les a amenés ici à Maïndombe et qui a fait d'eux de bouchers des Congolais de Bandundu, qui a tué des gens avec cette histoire de Mobondo. Joseph Kabila, c'est celui-là qui a patronné Corneille Nangaa et a instauré l'instabilité dans le Kivu, Bukavu, Goma, et qui est lui-même parti là-bas consulter. Est-ce que vous avez vu la population congolaise adhérer? Vous savez, je rends hommage au peuple congolais de l'Est, qui est resté lucide, incorruptible. Malgré tout le charme de Joseph Kabila, les Congolais du Kivu n'ont pas adhéré à sa démarche belliqueuse, n'ont pas adhéré à sa supercherie de nationalité ou d'identité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je parle avec des Congolais qui sont là-bas, madame, ils disent que nous espérons que le président Tshisekedi puisse restaurer l'autorité de l'État, la paix, recouvrer l'unité nationale pour que le Congo puisse retrouver son honneur vis-à-vis du Rwanda. Vous évoquez la question de la paix dans l'Est de la RDC. Aujourd'hui, la solution pour cette paix, selon certains opposants, mais aussi la démarche du couple ECC-SENCO à travers le pacte social, la solution reste le dialogue. C'est faux. Prenons le cas. Nous sommes face à une crise armée, à une crise militaire. Dites-moi de manière très claire, comment des pourparlers entre des civils, entre Fayoulou, entre Kamitatu, Katumbi, pourraient résoudre des conflits avec des gens qui sont armés et qui sont en posture de rébellion. Congolais, c'est-à-dire que même les Nangas, ceux qui ont pris les armes, doivent rentrer, se retrouver. Les Nangas sont des Congolais, mais ce sont des traîtres à la nation. Alors, le dialogue avec tous les Congolais. Et l'essor des Nangas, tout comme l'essor de Joseph Kabila, a déjà été réglé par la justice congolaise. Ce sont des condamnés à mort pour haute trahison, pour participation à des mouvements insurrectionnels. Mais des Congolais comme Fayoulou, comme Sesanga, comme Kamitatu ou comme Katumbi, s'il faut le croire, ne peuvent pas vouloir dire aujourd'hui que la situation de l'Est dépendrait d'un dialogue. Prenons les cas, même si on organise un dialogue. Est-ce que le Rwanda, Kagame, va arrêter de piller et de s'enrichir parce que nous avons mis Katumbi à un tel ministère? Parce que Katumbi avait des ministères récemment, avec le gouvernement soumis à 1, si je ne m'abuse, ou carrément Samalukonde 2, Katumbi a mis ses ministres, la guerre n'avait pas pris fin. Est-ce que Fayoulou peut donner quelqu'un au gouvernement ou lui-même partir au gouvernement et mettre fin à la guerre? La guerre est un défi étatique, historique, que le président Tshisekedi est le seul à relever à travers la remise sur pied
d'un appareil sécuritaire capable de défendre le pays, une dissuasion militaire et défensive importante et en même temps aussi une diplomatie conséquente, comme il est déjà en train de le faire pour mettre à nu Kagame et ses complices. Monsieur l'abbé Marcel, le dialogue pour certains opposants et le couple SSC-Senko reste la solution pour la paix dans l'Est du pays. Je suis toujours flatté par cette démarche de la Senko-SSC, parce que c'est aussi ça le rôle de l'Église, de pouvoir mettre les hommes et les femmes ensemble pour dialoguer. Ça, c'est d'une part. D'autre part, j'ai en face de moi un chef d'État qui est né, qui est sorti d'une famille politique dans laquelle le dialogue fait partie des styles. À l'UDPS, le dialogue fait partie de mode de gestion du parti. Mais maintenant, je crois que la question essentielle qui se pose, c'est de savoir qui doit dialoguer avec qui. Quand vous constatez le narratif, j'ai suivi Martin Fayulu dire le président est pour les dialogues et qu'il a des réserves pour l'équipe qui pilote les dialogues, notamment la Senko et le SSC. Et je crois que c'est avec raison. En 2008, je crois que la Senko était la première structure à annoncer les résultats pour dire que Félix ne les avait pas gagnés. Ce qui n'était pas aussi vrai. 2018. En 2018. En 2023, 2022, il y a eu ces combats pour la présidence de la CENI. Je l'ai dit dans mon livre. Finalement, il y a eu cette opposition entre la Senko et les autres confessions religieuses. Et certaines déclarations des prélats vis-à-vis de certains politiciens, tout ça, a donné l'impression qu'elle était plus proche de l'opposition que du président Félix. Maintenant, la question c'est de se demander comment est-ce qu'un chef d'État qui n'a plus confiance, parce qu'il n'a pas confiance vraiment à la Senko, comment peut-il accepter un dialogue? De deux, il y a un écart de raison, un écart de sens entre ce que veut la Senko et les déclarations de l'opposition. Quand vous suivez Monseigneur Chollet, il dit clairement que le dialogue doit d'abord être un cadre de réflexion pour la bonne marche du pays, et il ne s'agit pas d'un partage de pouvoir. Ça, c'est d'après l'abbé Chollet, d'après Monseigneur Chollet. Mais de l'autre côté, vous avez des opposants qui, pour eux, le dialogue reste le seul cadre, le seul trou par lequel ils peuvent passer pour apparaître sur la scène politique. Et malheureusement, le président Tshisekedi demande qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Certains refusent. Ils disent que nous ne pouvons pas adhérer à ce gouvernement. Nous avons besoin d'un dialogue. Alors, mais si dans ce dialogue, il n'y a pas de partage de pouvoir, qu'est-ce que l'opposition va faire? C'est ça l'intrigue, c'est ça je peux dire le piège. C'est ça justement le piège. Et j'ai toujours dit, et je l'ai dit toujours quand j'ai l'occasion de parler, j'ai dit au chef de l'État de ne pas accepter. Donc vous ne voulez pas le dialogue? S'il veut le dialogue, Tshisekedi lui-même a dit, s'il veut le dialogue, si les chefs, non. Si le chef de l'État veut un dialogue, c'est lui le garant de la nation. Il a autour de lui des gens extrêmement intelligents qui peuvent concevoir un schéma de dialogue qui va dans le sens de la souveraineté de l'État, qui va dans le sens de la protection des institutions et pas dans le sens que les autres veulent. Donc, vous êtes en train de dire à Félix Tshisekedi de ne pas accepter le schéma Senko-SSC. Du moment que ce schéma n'est pas clair, d'abord, on utilise des mots assez flous. Qu'est-ce qu'on entend par cause profonde? Moi, à la place, je parlerai des raisons de sens, des raisons de profondeur et de signification pour un dialogue. Et parmi ces raisons, il y a aujourd'hui cette effervescence que nous voyons tous dans la population congolaise, qui ne joue que par le troisième mandat du chef de l'État. Ah bon, déjà? Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la population. Tu es journaliste et professionnel, tu n'as qu'à demander. Et ça peut être une raison fondamentale de justification. Donc là, vous êtes en train de vouloir qu'il y ait un glissement, c'est ça? Parce que la Constitution prévoit deux mandats de Félix. La Constitution émane de la volonté du peuple. Ouais. Et quand le peuple décide de modifier sa propre Constitution,
ça ne blesse personne. Alors, aujourd'hui, les réactions de Congolais en ce qui concerne la baisse du taux de change de dollar. Un dollar aujourd'hui s'échange à 2300, 2400, 2150, 2200. Alors, la question est de savoir à qui profite cette situation, cette baisse. Encore une fois, madame, cette situation, je dis félicitations à tous les acteurs qui ont fait que cet événement tant attendu par la population congolaise arrive. Mais maintenant, je voudrais ici féliciter les chefs de l'État parce qu'à un moment donné, un chef d'État il doit savoir mettre le pion essentiel là où il faut le mettre. Il a placé des gens qu'il faut. J'ai dit merci, félicitations aussi au ministre Mouzito qui, après un temps long de tergiversations, de confusions politiques, a accepté de venir adhérer à la lumière de l'Union sacrée et de la politique du président Félix Tshisekedi. Et maintenant, vous posez la question de savoir à qui ça profite. J'ai suivi des déclarations de ce que j'appelle aujourd'hui les cadavres politiques ambulants, que vous appelez les opposants, parce qu'ils ne le sont pas. Dire, voilà, c'est de la supercherie, tout ça c'est de la mascarade. C'est une situation passagère. Madame, écoutez, encore une fois, ça montre le niveau intellectuel de M. Tshisekedi dans la gestion de l'État. Je prends un exemple simple. Un fonctionnaire de l'État qui échangeait le 100 $ qu'il recevait de la République démocratique du Congo comme salaire, entre parenthèses, je pense qu'il y en a qui touchent plus, allait prendre les 100 $ à 290 000 francs congolais. Et aujourd'hui, je prends le taux officiel de la banque, c'est 2000. Ça fait 2300. Le même fonctionnaire de l'État, il a les 100 $, il est payé en francs congolais, il a 290 000 francs, et aujourd'hui, ce n'est pas 100 $, il va prendre plus, parce qu'il va enlever les 230 000 pour les 100 $ qu'il devait avoir pour son loyer, et il a 60 000 francs. Il a 60 000 francs. Et quand j'entends les gens dire les choses n'ont pas baissé sur le marché, c'est de la... Non, les choses ont quand même baissé. Mais hein, d'abord, ça a quand même impacté positivement les paniers de la ménagère. Gardons simplement ce niveau de réflexion. C'est lui qui a... Donc, le fonctionnaire de l'État a aujourd'hui 60 000 francs de marge. Et comment vous pouvez dire que ça n'a pas changé, sa vie n'a pas changé? C'est tout simplement de l'hypocrisie et de la sorcellerie. Alors, maître, est-ce la baisse du taux de change de dollar une situation passagère? Bon, déjà, il faut qu'on s'accorde que c'est une situation normale parce que d'après des explications des experts de la Banque centrale, il y a eu un couac avant l'avènement de M. André Ouamesso à la Banque centrale. Ses prédécesseurs qui étaient censés diminuer le flux de francs congolais sur le marché d'échange ne l'avaient pas bien fait. Ils avaient remis de billets destinés à la pulvérisation sur le marché d'échange, ce qui avait laissé la flambée des dollars et des devises carrément. Et qu'aujourd'hui, par le simple fait logique qu'il faut pulvériser des billets en mauvais état pour permettre à ce que le billet en bon état soit en circulation et de manière équilibrée puisse justifier à ce que sur le marché d'échange, le franc congolais connaisse une certaine appréciation et que cette appréciation est voulue à une pérennisation de par la politique monétaire de la Banque centrale du Congo. Mais vous parlez de la pérennisation. Ou André Ouamesso. Laissez-moi terminer. Nous parlons de la politique monétaire. Mais il faudra que la production s'en suive. Mais écoutez, laissez-moi. Ici, d'abord, je vous parle du marché d'échange. Loin de la production, d'abord, le simple fait que l'on soit honnête, que l'on puisse retirer en circulation des billets disqualifiés de par de leur mauvais état, ce qui avait été mal fait. Donc, ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est d'abord de la probité du gouverneur actuel de la Banque centrale qui n'a pas voulu pérenniser une tricherie qui avait été orchestrée par ses prédécesseurs. D'abord, c'est cela. Mais en ce qui concerne maintenant
le marché, en ce qui concerne l'économie, la croissance économique, c'est une autre politique qui devrait être implémentée à travers le gouvernement pour qu'on puisse avoir l'augmentation du pouvoir d'achat des Congolais et en même temps aussi que l'on puisse connaître la productivité de l'économie congolaise pour qu'elle ne soit pas une économie dépendante de l'importation. Vous comprenez? Ça, c'est un autre domaine. Mais en ce qui concerne la balance, nous sommes dans une logique normale et nous avons eu l'occasion d'avoir un gouverneur de l'hôtel des monnaies qui a décidé de rompre avec la supercherie ou la tricherie de ses prédécesseurs. Voilà tout ce que moi je peux dire d'après mon expertise et mes informations. Alors, maître, cette inquiétude des Congolais qui trouvent que le taux officiel est à 2300, si je ne me trompe pas, mais lorsque vous partez chez les expatriés, c'est un autre taux. Non, mais écoutez, ça c'est une fausseté parce que M. Labbé l'a dit, hein, officiellement la Banque centrale affiche aujourd'hui pour des raisons de transparence le taux d'échange, c'est 2300 francs contre $1. Mais c'est une réalité. Supermarché, par exemple. Ce qui est concevable est que sur le marché d'échange, à certains moments, à certaines heures, il y a spéculation. Mais c'est une situation passagère. Après la compréhension et l'adaptation à cette appréciation du franc congolais, on ne connaîtra plus cette histoire. Ça va passer. Alors, monsieur Labbé, pour le moment, on le comprend, c'est normal, mais en même temps aussi, on invite les autorités attitrées à vouloir, plutôt à s'impliquer, à veiller à ce qu'il n'y ait pas cette spéculation le ministre de l'économie, par exemple, outrancière ou carrément préjudiciable aux Congolais. Et je crois qu'avec le temps, je crois d'ici dans moins d'une semaine, on ne parlera plus de ça. Mais nous sommes en train d'aller vers une appréciation du franc congolais qui veut se pérenniser et qui est partie de la probité du nouveau gouverneur de la Banque centrale et en même temps aussi des réalités des terrains en ce qui concerne l'hôtel des monnaies. Monsieur Labbé Marcel Kabongo, nous sommes pratiquement à la fin. Alors, un mot sur la victoire des Léopards face à l'équipe du Togo. Je sais que vous êtes sportif, amoureux du football. Bon, ça fait partie du quotidien. Bon, c'est vrai que le match n'a pas été aussi brillant qu'on le souhaitait après la défaite contre le Sénégal. Le plus important, c'était de gagner. Félicitations aux gars. Alors, quelle chance vous accordez à l'équipe de la RDC pour la suite? Oui, je pense que la chance, nous l'avons perdue ici chez nous parce qu'on avait la possibilité de gagner contre le Sénégal, mais ça fait partie du football. Maintenant, nous avons une marge de progression à faire. Si nous gagnons le Sénégal, nous serons parmi les deux premiers meilleurs perdants. On va aller jouer les barrages. Et je crois que les joueurs ont pris conscience de ce que c'est jouer le haut niveau. Donc, je discute régulièrement avec certains joueurs. Bon, ils donnent l'impression qu'ils sont quand même décidés de jouer les barrages à fond. Ils ont gagné hier. Maintenant, ils vont revenir ce soir et puis attendre le Soudan pour ce mardi. Alors, maître Ghislain Mwangi, c'est complètement fini pour cette émission spéciale. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi sur ce plateau. Personnellement, je suis ravi d'abord de ces débats que nous avons eus, hein, une intellection patriotique. Et en même temps aussi, je voudrais inviter le peuple congolais dans son ensemble, qui aura l'occasion de nous suivre, de faire le choix du patriotisme et de l'engagement républicain. Aimer le Congo plus que tout autre pays, aimer le Congo plus que soi-même, préférer le Congo plus qu'un certain leader politique, un certain projet partisan. Et en même temps aussi dire que l'affaire du Congo appelle à l'engagement républicain, à l'investissement citoyen. Le Congo n'appartient pas à Félix Tshisekedi, qui est notre président aujourd'hui et qui est en train d'accomplir sa mission dans le temps et dans l'espace, comme il le faut, avec beaucoup de bravoure. Le Congo nous appartient tous. La guerre contre le Rwanda, ce n'est pas la guerre de Félix et de sa famille contre le Rwanda. C'est la guerre du Congo. La génération qui est la nôtre doit être une génération de patriotes, qui doit soutenir le chef de l'État, qui doit abandonner le discours séparatiste, le discours de division.
des tribalismes, de la haine, qui doit abandonner toutes les velléités qui sont aujourd'hui mises en avant par certaines personnalités politiques qui se disent de l'opposition ou de d'autre part. Et donc le Congo a besoin d'avancer. Et moi, aujourd'hui, je suis président d'une formation politique qui s'est dit avance pour un Congo émergent. Nous disons dans notre jargon, la RDC doit avancer, de gré ou de force, et quel qu'en soit les prix. Et avec le président Félix Tshisekedi, et derrière le président Tshisekedi, nous devons poser des actes pour que le Congo puisse avancer. Alors la RDC doit avancer, c'est le vœu de tout un Congolais qui se reconnaît digne fils ou digne fille de la République démocratique du Congo. Monsieur l'abbé Marcel Kabongo, les Congolais vous ont suivi dans cette émission spéciale. Alors vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population. Moi j'ai dit d'abord merci, merci au chef de l'État pour son discours. Parce qu'il a montré la grandeur d'âme et d'esprit. Merci à tous les membres du gouvernement qui ont fait que nous connaissions aujourd'hui cette baisse des dollars qui a changé, qui est en train de modifier de fond en comble la situation économique de notre pays. Le message pour moi, pour le peuple congolais, c'est toujours le message de paix. Le président de la République est à la quête de paix. Cette paix doit passer par nos cœurs parce que nous sommes, bien qu'en étant dans un pays laïque, nous sommes tous des croyants, nous croyons en Dieu. Nous sommes appelés aujourd'hui à l'unité derrière le chef de l'État. Nous sommes aujourd'hui appelés à bannir toutes les frontières de nos tribus, de nos ethnies, pour être une nation. Le grand défi aujourd'hui pour le Congo, c'est d'être une nation. Parce que nous sommes un État, d'après les concepts politiques, mais nous ne sommes pas encore arrivés à la dimension d'une nation, c'est-à-dire où la douleur des gens de l'Est peut être la douleur des gens de l'Ouest, où la douleur ressentie à Kolwezi peut être celle ressentie à Kisangani. C'est tout ça qu'il faudra maintenant faire. Et je lance un appel vraiment patriotique à tous ceux qui se disent opposants. Pendant la guerre, il n'y a pas d'opposition. Pendant la guerre, pendant l'agression, nous n'avons qu'un peuple qui se défend, qui se bat pour se construire un avenir meilleur. Alors, pendant la guerre, il n'y a pas d'opposants. Le message de M. l'abbé Marcel Kabongo. Je rappelle que vous êtes théologien, philosophe, analyste politique et sportif. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Madame, Messieurs, Maître Ghislain Mwangi est président d'un courant politique Avance pour un Congo meilleur. Merci à vous d'avoir accepté d'être sur ce plateau pour débattre de l'avenir de la RDC. Merci. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'est complètement fini. Merci de nous avoir suivis et restez toujours fidèles sur Congo Web Télévision, la chaîne Haute Définition. On se retrouve prochainement pour un autre plateau spécial. Et pour le moment, au revoir et surtout, retrouvez l'intégralité de ce plateau spécial sur votre chaîne YouTube Anita Plus TV. Au revoir.